webinaire Tharawat en collaboration avec l'ESCA School of Management. Mon nom est Farida El Agami, je suis la directrice de Tharawat Family Business Forum, une association à but non lucratif pour les entreprises familiales au monde arabe. Et c'est un grand plaisir pour moi d'être ici avec vous aujourd'hui pour parler des entreprises familiales marocaines. Nous parlerons de la crise, mais aussi surtout de la résilience de l'entreprise familiale marocaine et de la reprise. C'est un grand plaisir pour moi de présenter nos conférenciers d'aujourd'hui. Je commence par Monsieur Othman Nate, qui est le gérant et actionnaire de Travellink, une entreprise familiale deuxième génération au Maroc. Et on est aussi rejoint par nos chers collaborateurs, les docteurs Badr Habba et Dr Azzedine Alioui, qui sont tous les deux professeurs et chercheurs en finance et entreprises familiales à la chaire des entreprises familiales à l'ESCA, École de Management au Maroc. Donc, nous sommes vraiment ravis de vous avoir parmi nous aujourd'hui pour ce débat et nous vous invitons bien sûr aussi de participer à la discussion. Vous pouvez nous poser des questions pendant la discussion. Si vous avez des difficultés techniques, n'hésitez pas à contacter notre équipe. Et pour vous expliquer un tout petit peu comment ça va se passer cette conférence, nous commencerons par une introduction qui sera menée par les professeurs Azzedine et Badr. Et ensuite, nous aurons amplement le temps d'avoir une discussion et un débat avec Monsieur Othman Nate pour découvrir vraiment la réalité de l'entreprise familiale au Maroc. Donc, messieurs, Dr Azzedine et Dr Badr, c'est un grand plaisir de retravailler avec vous et de vous revoir ici sur cette plateforme. Et je vous invite à partager vos commentaires pour introduire ce sujet. Merci. Bonjour, Madame Farida, bonjour, Monsieur Othman, bonjour, Monsieur Badr, bonjour, l'assistance. Je vous remercie, Madame Farida, déjà pour cette belle introduction. Et ça fait toujours un plaisir de participer dans les conférences organisées en collaboration entre Tharawat et l'ESCA École de Management. Ça fait déjà un an de cette collaboration, un an de discussion, un an d'échange. Alors là, je partage peut-être l'assistance maintenant, ils sont en train de suivre une conférence, mais il y a vraiment derrière un vrai travail dans les coulisses, des échanges, des discussions qui ont duré très lentement pour arriver à fixer des thématiques qui préoccupent aujourd'hui les dirigeants des entreprises familiales et qui préoccupent les entreprises familiales dans notre région. Alors, également, là, je salue les efforts de Tharawat parce qu'on partage la même vision, on partage les mêmes points de vue, cette vision de construire ce pont entre les chercheurs, le monde scientifique, également les dirigeants des entreprises familiales. Et c'est là également l'occasion de présenter très brièvement la chaire entreprise familiale au Maroc. Alors, c'est une chaire affiliée à l'ESCA École de Management avec un objectif, une finalité principale et claire et de répondre aux problématiques qui préoccupent aujourd'hui les entreprises familiales, mais également une question de sensibilisation aux bonnes pratiques et aux bonnes pratiques de management et de gouvernance des entreprises familiales, surtout dans ces moments de crise actuels et également vu leur importance dans nos économies. Alors, en parlant de cette importance dans nos économies, lorsqu'on va essayer de partager avec l'audience dans un premier temps et le contexte économique des entreprises familiales marocaines et la problématique de cette session, avant de passer la parole à professeur Badr Habba qui va nous parler en détail des facteurs de résilience et de reprise des entreprises familiales dans les moments de crise. Alors, la première idée à partager dans ce sens est que aujourd'hui, le contexte, alors moi je parle du contexte marocain, mais on va pas dire que c'est un contexte qui est totalement semblable, mais un contexte qui est relativement semblable aux autres contextes dans la région nord-africaine et la région MENA. Donc, un contexte marqué par une présence des petites et moyennes structures. Et qui dit présence des petites et moyennes structures
nécessairement, c'est la forte influence des spécificités familiales. Avec cette influence des spécificités familiales, bien sûr, les familles ramènent avec elles leur background culturel, leur background émotionnel, bien sûr, qui vont avoir une incidence sur la gestion des entreprises familiales d'une manière générale et bien évidemment sur leur comportement durant les crises. La deuxième idée à partager dans ce sens également est que seulement le un quart des entreprises arrivent à assurer une pérennité au-delà de 20 ans. C'est-à-dire, là, on tire la sonnette d'alarme, c'est qu'aujourd'hui, le contexte dit que, à peine que les entreprises familiales aujourd'hui arrivent à transmettre l'entreprise à la deuxième génération, et on n'en parle même pas de la troisième et la quatrième génération. Également, c'est une question qui va avoir des incidences qu'on va voir également avec professeur Badrapa par la suite au niveau des facteurs de résilience. La troisième idée, en parlant de l'investissement des entreprises familiales, un investissement relativement faible par rapport au pourcentage de ces entreprises dans les économies. Aujourd'hui, on parle de plus de 95% des entreprises familiales qui constituent l'économie marocaine. Et en parlant de ce pourcentage, alors en comparant ce pourcentage avec le pourcentage d'investissement total, donc un pourcentage relativement faible de 38%, mais un pourcentage qui gonflait par la participation des grandes entreprises familiales. Maintenant, en parlant des petites et moyennes structures qui constituent la grande part des entreprises familiales au Maroc, donc un investissement très, très faible. Alors maintenant, la quatrième idée à partager, c'est concernant le financement de ces entreprises. Un financement externe de presque 45% par les grandes entreprises familiales, mais un recours au financement relativement faible par rapport aux autres structures d'entreprises moyennes et petites entreprises. Et dernièrement, une situation actuelle dans le cadre de la crise actuelle, avec la cessation d'activité, avec plus de 150 000 entreprises qui ont été touchées par la crise Covid-19, 150 000 entreprises, il y a plusieurs entreprises qui ont fait faillite, carrément une cessation d'activité définitive, également plusieurs centaines de mille d'entreprises avec une cessation d'activité temporaire lors de la crise Covid-19. Également, là, il faut signaler une chose, que les secteurs les plus touchés par la crise, ce sont des secteurs historiques des entreprises familiales. Le secteur touristique, le secteur, la chaîne logistique, le secteur distribution également, c'est des secteurs historiques des entreprises familiales, c'est des secteurs qui génèrent le catch pour les entreprises familiales et qui limitent le besoin en fonds de roulement auprès des entreprises familiales. C'est des secteurs qui ont été touchés le plus par la crise Covid-19. En se basant sur ces statistiques, également sur des sondages très, très récents sur le contexte marocain. Alors maintenant, aujourd'hui, plus de 71% des dirigeants des entreprises familiales sont conscients que leur modèle économique doit être repensé, voilà, pour faire face aux dégâts de cette crise, pour faire face aux difficultés, voilà, que cette crise a engendrées pour leur entreprise et pour voilà leur permettre de sortir voilà de cette situation de noir vers une situation de retour à la normale. Alors, ce qui nous pousse aujourd'hui, bien sûr, à poser une question légitime dans ce contexte. Quels facteurs de résilience pour les entreprises familiales? Également, quel chemin pour la reprise? Aujourd'hui, c'est vrai qu'on va parler du contexte de crise, qu'on va discuter le contexte de crise, comment ça a impacté la gestion des entreprises familiales, comment ça a impacté les chiffres des entreprises familiales, mais également comment, voilà, aujourd'hui, on peut sortir de ce contexte de crise vers ce contexte de reprise de l'activité normale des entreprises, bien sûr en se basant sur leur capacités distinctives. Toujours l'entreprise familiale a présenté des capacités distinctives par rapport aux autres formes d'entreprise. Donc, comment aujourd'hui on va se baser sur ces facteurs distinctifs des entreprises familiales pour sortir de cette situation et pour un retour à la normale. Alors, pour répondre à ces questions scientifiquement et académiquement parlant, alors je passe la parole à professeur Badrapa, directeur de la chaire entreprise familiale au Maroc, de l'ESCA École de Management, et qui va nous parler des facteurs de résilience et de reprise des entreprises familiales. Merci, merci Aristide. Probablement, vous pouvez enlever la présentation.
moi, je partage notre expérience, nos différents travaux avec l'audience. D'abord, je commence par remercier Farida de nous avoir invités, d'avoir organisé ce webinaire extrêmement intéressant. On commence à toucher des thématiques intéressantes et qui concernent directement la réalité de nos entreprises. Hein. Ces entreprises, comme l'a présenté Stine, constituent un pourcentage très élevé des entreprises au Maroc. Et du coup, c'est un facteur de création de richesse, mais également un facteur de stabilité économique. Hein. Ces entreprises sont très enracinées dans les régions. Contrairement aux investisseurs internationaux qui vont quitter le pays dès que les choses vont mal, les entreprises familiales, elles ont une vision sur une longue durée. Et pendant les périodes de crise, c'est un des facteurs qui permet de relancer l'économie puisqu'ils sont enracinés et ils ont un objectif à long terme. Donc, et je te félicite également et je te remercie pour le choix du sujet, hein, parce que la résilience est un sujet, je pense, d'actualité, étant donné qu'on est en pleine crise de Covid. Mais moi, je suis, en tout cas, je ne sais pas est-ce que je suis pessimiste, mais je pense que ce n'est pas la dernière crise qu'on va vivre. Hein. Le monde on a découvert que les choses changent rapidement. On va vivre d'autres crises et par conséquent, ces facteurs de résilience, on doit les renforcer. Il existe chez les entreprises familiales, mais la question maintenant, c'est comment les renforcer. Donc, d'abord, une première caractéristique de l'entreprise familiale, c'est que la famille a mis tous ses actifs, toute sa richesse, tous ses efforts dans un seul actif, dans une seule entreprise. Contrairement à un actionnaire normal qui va diversifier en fait ses investissements, qui va diversifier ses actions dans plusieurs secteurs d'activité pour baisser son risque, l'entrepreneur, si vous voulez, familial, la famille met tout son actif dans une seule affaire. Et par conséquent, la crise peut avoir un impact très élevé, contrairement à d'autres actionnaires. C'est pour ça, ce thème, je pense, qui doit préoccuper les professionnels, les chercheurs, les pouvoirs publics, on va en parler, pour réfléchir vraiment comment on renforce la résilience des entreprises familiales. Donc, je vais être probablement un peu bref, mais par la suite, on va en discuter. Mais la plupart des études ont montré que les entreprises familiales ont des facteurs de résilience plus élevés que les entreprises actionnariales. Ils résistent aux crises, que ce soit la crise financière 2007-2008 ou bien la crise du coronavirus. Hein. En tout cas, les statistiques montrent que les entreprises familiales s'en sortent mieux que les entreprises actionnariales ou managériales. Les facteurs de résilience les plus cités dans les études ou bien dans les études statistiques, c'est que d'abord, l'entreprise familiale a une vision à très long terme. Hein. Le patron d'une entreprise familiale ne pense pas au court terme, mais il pense probablement aux générations suivantes, à ses enfants ou voire à ses petits-fils, hein, la troisième génération. Donc, ce qui l'amène à faire des contrats, à rentrer dans des contrats de long terme avec les parties prenantes. Ça, c'est un premier facteur qui sort des différentes études. Le deuxième facteur qui ressort des études, c'est la structure financière des entreprises familiales. Des entreprises familiales sont réticentes au financement externe. Donc, pendant leur phase de croissance, très souvent, on remarque qu'ils vont épargner pendant les périodes de croissance. Et par conséquent, ils constituent des réserves, ils constituent des fonds propres pour le réinvestissement, ce qui fait que leur structure financière caractérisée par un niveau élevé des capitaux propres, moins de dettes, leur permettent pendant les périodes difficiles, ne serait-ce que les charges fixes
des intérêts liés à la dette ou bien au remboursement de la dette, d'être plus résiliente par rapport aux entreprises qui vont se financer selon des paradigmes de la finance en introduisant la dette pour un effet du levier, mais cet effet de levier devient un effet de massue ou bien dans l'autre sens lorsque pendant les périodes de crise. Le troisième facteur en fait qui ressort des différentes études, c'est que les membres, contrairement aux entreprises actionnariales ou managériales, c'est que dans l'entreprise familiale où les membres de la famille sont actionnaires, il y a un certain sacrifice pendant les périodes difficiles. Probablement, M. Uthman, notre invité, va le confirmer, mais la famille fait des sacrifices pour l'entreprise, que ce soit pour ses salariés, que ce soit pour les parties prenantes ou bien pour les membres de la famille. Les membres de la famille sont prêts pendant cette période d'apporter leurs biens privés pour soutenir l'entreprise pendant les moments difficiles, ce qui n'existe pas dans d'autres types d'entreprises, justement. Et cette solidarité des membres de la famille qui sont également, dans certaines entreprises, le personnel de cette entreprise. Donc, il y a une fidélité du personnel, il y a une vision à long terme, il y a une structure financière, justement, qui permet la résilience et il y a si vous voulez, cette vision à long terme. Ça, c'est ce qui ressort maintenant des différentes études. Maintenant, la réalité, c'est que ces entreprises ont des facteurs de résilience, mais il faut qu'on les renforce, il faut les activer parce que les entreprises, les statistiques montrent, on parlait dans le domaine de santé des différentes vagues du coronavirus, mais la vraie vague économique, c'est ce qu'on vit aujourd'hui, une vague de défaillance d'entreprises parce que nos entreprises n'en peuvent plus en raison de certains facteurs qu'aujourd'hui que je qualifie de points négatifs chez les entreprises familiales. Je ne sais pas, est-ce que j'ai encore quelques minutes ou ça peut encore, je peux. Donc, par rapport aux facteurs négatifs, d'abord, les entreprises familiales sont concentrées dans certains secteurs d'activité qui ont été touchés par la crise. On parlera du secteur du tourisme. On a aujourd'hui M. Uthman Nate, qui est un acteur très important dans la région de Marrakech et au Maroc de façon générale, et dans le secteur du BTP, et c'est des secteurs qui ont été touchés par la crise. Maintenant, les patrons d'entreprises familiales, ils ont une caractéristique, c'est un attachement émotionnel au métier de la famille. Dans la plupart des entreprises, lorsqu'un secteur va mal, on n'hésite pas à changer de secteur d'activité ou au moins à diversifier pour aller dans d'autres secteurs non liés, pour baisser le risque. Or, les patrons d'entreprises familiales, leur attachement émotionnel fait qu'ils considèrent que le métier comme un héritage de la famille. Et même si les choses vont mal dans ce métier, ils ont du mal à changer pour aller dans d'autres métiers où les perspectives de rentabilité sont plus élevées. Deuxième facteur que je peux citer, ça c'est probablement les financiers vont les connaître, c'est le besoin en fonds de roulement, le working capital. C'est que durant la crise, on a remarqué que ces entreprises ont un vrai problème de cash, de trésorerie, de liquidité. Pourquoi? Parce que leur façon de gérer l'entreprise ont établi des liens émotionnels avec des fournisseurs, avec des clients. Donc, ils n'ont pas négocié leurs délais. Ils ont des objectifs de rentabilité, mais qu'il faut absolument les substituer aujourd'hui par des objectifs de cash. Parce qu'ils avaient du mal, par exemple, à relancer leurs clients ou bien à faire du recouvrement parce que c'est des clients avec lesquels ils ont fait des relations de longue durée. Et pendant une période de crise, ils n'ont pas insisté pour faire du recouvrement auprès des clients. En matière d'achat, ils ont des fournisseurs pour aider certains de leurs fournisseurs. Ils ont continué d'acheter du même rythme qu'avant la crise. Ça a augmenté
les stocks et par conséquent, ça a baissé le montant de trésor. Certaines entreprises qui ont voulu également, par attachement émotionnel à leurs salariés, ils n'ont pas arrêté l'activité. Et par conséquent, ils n'ont pas mis les salariés, le personnel au chômage. Et par conséquent, ils ont continué avec le même rythme de fabrication, même si en face, il n'y avait pas un marché qui absorbe leur production. Et du coup, ça a fait augmenter les stocks de produits finis, hein, de leur production, sachant qu'il n'y a pas un marché derrière. Tout ça, ça a été fait par l'attachement émotionnel. Et ils n'ont pas voulu mettre en difficulté ni leur personnel, ni leurs fournisseurs, ni leurs clients. Et par conséquent, ils ont subi les conséquences de ce que j'appelle cette mauvaise gestion du besoin en fonds de roulement en matière de trésorerie parce que beaucoup d'entreprises souffrent des problèmes de trésorerie en ce moment. La même chose, un troisième problème vécu par nos entreprises familiales, c'est que des fois, les membres de la famille ne savent pas faire la frontière ou la différence entre la famille et l'entreprise. Hein. Et du coup, lorsqu'on ne trace pas par des modèles de gouvernance cette frontière, on remarque une extraction de liquidité pendant ces périodes de crise. Vous savez, lorsqu'il y a une période de crise, lorsqu'il y a une panique, justement sur les perspectives ou bien sur les chances de survie de l'entreprise, on remarque que chaque partie prenante, chaque membre de la famille essaye de retirer le maximum possible de liquidité de l'entreprise parce qu'il n'y a pas cette frontière entre famille et entreprise, ce qui peut augmenter les conflits familiaux dans l'entreprise familiale. Bon, voilà, je ne vais pas prendre parce que je pense que notre public souhaite également écouter monsieur Nate, mais je reviendrai probablement plus tard sur les solutions pour renforcer la résilience de l'entreprise familiale. Merci beaucoup et merci Dr Azzeddine et Dr Badr pour vraiment toujours partager cette richesse de recherche et de savoir que vous avez à l'ESCA sur ce sujet. Nous pratiquons la bonne gouvernance à Tharawat, donc je dois en toute transparence dire que c'est le Dr Azzeddine qui a proposé le sujet du webinaire, donc je ne vais pas prendre ce compliment malheureusement, mais je suis tout à fait d'accord que c'est un sujet de haute importance. Donc, passons à notre conversation et tout d'abord, bienvenue Othman, c'est un grand plaisir de t'avoir parmi nous aujourd'hui. Merci beaucoup Farida, merci professeur Repa, professeur Asdine, je suis vraiment honoré d'être là à côté de vous et surtout l'explication que professeur Asdine et Badr ont donnée. C'est justement, je vois, c'est très lié à la réalité, à la vraie vie des entreprises familiales. Donc, merci de me recevoir et je suis là, je suis prêt à répondre. Parfait. Donc, en suivant, en fait, cette introduction qui était, comme tu as confirmé, très, très inspirant, j'aimerais commencer par nous donner un peu le contexte de ton entreprise familiale. Donc, peut-être tu peux nous donner un peu un background sur l'histoire de votre entreprise familiale. Donc, quand on parle d'entreprise familiale, on parle de la personne. Donc, moi, je vais parler de mon père qui a commencé cette aventure il y a quelques années, une trentaine presque, en 1993. Donc, son background à lui est 100% touristique. Après quelques années d'études dans l'école hôtelière d'Agadir, il est parti en Allemagne pour perfectionner son allemand, la langue, et aussi gagner en expérience. Et d'ailleurs, c'est en 1971 que le journal L'Opinion a titré un expert marocain à Munich, avec une photo de mon père à Munich où il exerçait en hôtellerie. Donc, et c'est après quelques années qu'il est rentré au Maroc pour continuer son aventure autant que restaurateur, autant qu'hôtelier, après autant qu'agent de voyage, avant de décider, après 20 ans d'expérience dans le tourisme, de commencer son entreprise, Travelink, en 1993. Donc, quand il a commencé quand il a lancé la société, il avait deux piliers.
c'est le sérieux et le service. Donc, pour lui, pour avoir une entreprise, surtout dans le tourisme, en tant qu'agence de voyage, donc le service et le sérieux étaient les deux piliers de la réussite. Et d'ailleurs, le motto de l'entreprise, le slogan à l'époque, c'était Committed to serve you better. Donc, et voilà. Et après, donc, il a fait le choix de se concentrer sur un marché américain-anglais, donc la chose qui était très rare à l'époque au Maroc. On sait très bien que les deux ou les trois premiers marchés en tant qu'exportateur de touristes au Maroc, vers le Maroc, c'est la France, l'Espagne et l'Italie. Alors, il a choisi un marché totalement différent, totalement novateur, qui était l'Angleterre et les États-Unis à l'époque. Et il faut bien dire qu'en 1993, c'était juste après la crise et la guerre du Golfe. Donc, c'était un moment juste après crise, donc c'était un moment opportun pour ou pas. Donc, c'était une aventure et voilà. Donc, après ça, l'entreprise, après avoir commencé seule, l'entreprise a commencé à grandir, à avoir plus de notoriété dans le marché marocain, le marché anglais et américain aussi. Donc, il a connu des crises comme en 2001, c'est 9/11, donc le 11 septembre. Après, c'était la crise financière et économique 2007-2008. Mais avant ça, en 2004, il a choisi pour faire grandir l'entreprise en tant que groupe, et changer et investir un peu dans différents domaines, mais que ça va rester dans le tourisme. Il a choisi de s'associer à un autre groupe, donc le Blend Group International, qui est un groupe anglais-britannique et qui est détenu par la même famille depuis 1810. Donc, ça reste familial, et le côté famille pèse toujours dans les décisions. Donc, même dans le choix des associés. Donc, et après ça, en 2009, on a pu lancer une entreprise de transport touristique. En 2014, j'ai rejoint l'entreprise. Et en 2015, on a pu lancer quelques unités d'hébergement dans le sud et dans les montagnes de l'Atlas. En 2020, on a lancé la fondation Traveling. Donc, justement, enfin, on a changé d'une association. On avait une association avant, et en 2020, on a pu structurer en fondation pour venir en aide à la région de Marrakech et maintenant dans tout le Maroc. Encore, c'était un bon timing parce que Oui. on a eu notre autorisation en janvier 2020, mars 2020, il y a eu le corona. Et on a pu bien sûr exercer notre métier favori de venir en aide aux salariés, à la communauté marrakchienne et aussi berbère dans la région de Marrakech. Ouais. C'est impressionnant quelle chance au fait que vous avez eu cette opportunité de faire ça dès le début de la crise. C'est Oui. impressionnant. C'est Oui, génial. c'était un bon timing. Je Ouais, ne sais pas si c'était une anticipation, mais on aurait voulu que ça soit autrement, qu'on soit ouais, donc, ouais. dans une autre position avant de commencer à y. Mais c'est vraiment passionnant parce que à Sarawat, on a eu la chance maintenant pendant les 2 dernières années, on a parlé à des familles d'un peu partout dans la région, donc des familles saoudiennes, yéménites, algériennes, égyptiennes, pour comprendre un peu le contexte de la crise, ou le nouveau contexte, notre nouvelle réalité dont on parle tellement. Mais aussi, je voulais comprendre un peu, comme tu as dit, donc dans le secteur touristique au Maroc. C'est vraiment probablement un des secteurs qui a été frappé le plus directement par la crise Ouais. Covid. Donc, peut-être tu peux nous expliquer un tout petit peu comment les entreprises familiales dans ton secteur ont été touchées par cette nouvelle réalité et par cette crise. Et comme tu as dit, en fait, ce qui est intéressant, désolé de te couper avant que tu parles, mais ce qui est intéressant de voir, c'est qu'en fait, ton père a déjà passé tellement de crises. Et peut-être ce qui Ouais. serait intéressant aussi de savoir si tu as eu l'occasion de lui parler à lui pour comprendre est-ce que cette crise est différente des crises que lui, il a déjà passées lui-même.
Oui, alors comme tu as dit, le secteur du tourisme a été le premier touché. Donc, parce que la première réaction de tous les pays, c'était de fermer les frontières et arrêter les vols. Donc, depuis le 17 mars 2020, le Maroc a fermé ses frontières. Donc, il y a eu zéro touriste pendant une bonne période pour nous qui allait durer 3 mois et qu'on allait réouvrir et retravailler en septembre 2020. Mais euh, le Maroc vient d'ouvrir les frontières le 7 février 2022. Donc, ça a duré tellement longtemps que, voilà, que le secteur touristique est le premier touché, j'imagine, donc, de cette crise au Maroc. Mhm. Et c'était quoi la deuxième partie de ta question? La deuxième partie, c'était la question, est-ce que tu as eu l'occasion de parler à ton père pour Oui, apprendre oui, de ses oui. expériences des crises que lui, il a passées? Oui, effectivement, donc on en a parlé, mais ce qui est exceptionnel dans cette crise, c'est l'incertitude Mhm, ou bien le manque de visibilité, parce que durant les 2 années, on a eu des vagues. Donc, mhm, les deux, des vagues Covid, mais aussi des vagues d'expectations, donc d'attente et de motivation, et après ça redescend. Donc, on a eu des pics voilà, et des baisses de motivation. Donc, et ça, ce n'était pas le cas avant. mhm, Donc, normalement, dans des temps de crise, il y a le problème, il y a le pré-crise, mhm. la crise et le Crise, post. oui. Donc, et puis, c'est la reprise donc pendant le post-crise. Donc là, on travaille et on trouve des solutions, comment on peut innover ou bien pour dépasser la crise. Par Mhm, contre, pendant la crise Covid, ça a duré tellement longtemps et avec le manque d'incertitude, ou plutôt l'incertitude et le manque d'accompagnement, donc on n'a pas pu relever les temps opportuns de renaissance. mhm. Donc, Absolument. après cette crise. Donc, c'est pour ça qu'elle est exceptionnelle. Oui. Mais, bien sûr, il y a eu des leçons que mon père avait tirées de ces crises auparavant et que maintenant on a mis en application et qui nous ont aidés un peu à dépasser cette crise. Mhm. Donc, C'est intéressant ce que tu dis parce que, et j'aimerais aussi inviter les professeurs de commenter peut-être sur cette question. Euh, que fait-on quand une crise n'a pas de début et pas de fin? En fait, parce que bon, disons, elle a un début, on peut marquer un début mhm, par pays, soi-disant, mais ça a l'air que individuellement, les pays individuels font face à cette crise d'une manière très différente et elle est presque perpétuée pendant 2 ans maintenant, comme tu as dit, Othman, c'est up, down, up, down. Donc, en tant que gérant d'une entreprise familiale, comment on prend des décisions dans une situation comme ça? Qu'est-ce qu'on peut faire en tant que gérant pour faire de sorte que justement on peut faire face à une crise qui n'a l'air pas d'avoir une fin définie? Professeur Badr? Bien, bon, merci. Merci pour le partage d'expérience, Setman. La question, bon, je dirais, bon, relativement difficile et probablement, je prendrai ma casquette de financier pour apporter probablement quelques éléments de réponse parce que c'est vrai que pas mal de fois, c'est la finance qui revient en premier lieu dans ce type de situation. Comme il a expliqué Atman, il y a des hauts et des bas. Et j'ai un pressentiment que ça va pas s'arrêter là, qu'il va y avoir des hauts et des bas par la suite et que les entreprises familiales ne doivent pas seulement renforcer leur résilience, mais ils doivent renforcer également des facteurs de renouvellement, d'adaptation à un nouveau contexte. Et d'après mon observation du terrain, ce qui a impacté le plus les entreprises familiales, c'est leur charge fixe. Hein? C'est des entreprises familiales qui ont choisi, ne serait-ce qu'en matière de frais de personnel, d'embaucher. Hein? Et du coup, leurs charges fixes sont très élevées. On peut supporter ces charges fixes lorsque les revenus sont là. Mais rapidement, lorsqu'ils rabaissent dans des situations de crise, il y a ce qui pèse sur l'entreprise, c'est ces charges fixes. Donc, on ne peut plus supporter ce haut, ces bas, tant que le niveau de nos charges sont fixes. Maintenant, les solutions c'est le contraire de ce que je viens du problème. C'est que on doit
vaincre cet attachement des fois émotionnel. On doit variabiliser, si vous voulez, nos charges. Donc, puisqu'il y a des hauts et des bas des revenus, il doit y avoir des hauts et des bas également des charges. Et par conséquent, il y a des techniques. En tout cas, moi, je porte ma casquette du financier. Il y a des stratégies, notamment le recours à la sous-traitance, notamment au lieu d'alourdir la structure par certaines charges fixes, on peut choisir d'autres modalités, notamment la sous-traitance avec des clauses d'abandon. Ça veut dire lorsque les choses vont bien, on fait appel à des sous-traitants. Lorsque les choses vont mal, on doit arrêter. Ça va alléger nos charges. Mais en tout cas, certains paradigmes de gestion des entreprises familiales doivent changer. C'est pour ça, je dirais que les chances, ou bien les chances de renouvellement, de survie de ces entreprises est d'abord d'instaurer au sein de l'entreprise de nouveaux paradigmes. Probablement également, Setman, ils l'ont déjà fait, mais la plupart des entreprises, pas encore, mais donner à la nouvelle génération les clés de gestion de l'entreprise. Parce que c'est un moment clé également. Et j'ai certaines entreprises dans mon entourage où les patrons d'entreprises familiales, après cette période de confinement, le confinement a changé les habitudes des Marocains. Plusieurs personnes âgées ont trouvé le plaisir de rester en famille, de voyager en famille, de se déconnecter des fois de l'entreprise qui prenait beaucoup de leur temps et de leurs efforts. Et par conséquent, c'est un moment idéal de transmettre l'entreprise aux nouvelles générations et de réussir ça parce que ce n'est pas évident. On parlera probablement soit aujourd'hui, soit une nouvelle conférence sur les leviers de la bonne transmission d'entreprise aux générations suivantes. Absolument. Et je suis tout à fait d'accord que justement, c'est un moment opportun, en fait, pour certains changements. Je veux dire, par exemple, cette conférence, je ne sais pas si elle aurait eu lieu avant le Covid. Donc, il y a aussi des opportunités dans toute cette transformation qu'on a vécue tous ensemble. Azedine, tu avais un commentaire sur ce point? Oui, exactement. Alors, pour discuter ta question, Farida, alors j'aimerais bien ajouter deux éléments de réponse. Le premier élément, c'est un élément stratégique et le deuxième élément, c'est un élément familial. Alors, concernant l'élément stratégique, aujourd'hui, les entreprises familiales, alors, ils doivent être conscientes qu'aujourd'hui, on doit sortir de cette logique d'attachement à notre métier, de cette logique d'attachement à notre héritage, et voilà, d'ouvrir les pistes de diversification et d'innovation. Aujourd'hui, on est dans une période de crise. Et certainement, même la période après-crise, c'est une période avec de nouveaux défis, avec nouveaux besoins des marchés. Et donc, aujourd'hui, on doit adapter également notre activité aux besoins des marchés, donc en se basant sur l'innovation et plus précisément la diversification. Aujourd'hui, la diversification, c'est une nécessité, s'impose aujourd'hui. Ce n'est pas un choix à l'entreprise familiale, mais c'est une nécessité voilà, pour sortir de cette logique de recentrage et pour diversifier également le risque. La deuxième réponse que j'apporte, et moi j'apporte cette réponse par connaissance de la famille Nate et par connaissance de Traveling, l'avantage que cette entreprise a, que la famille a, c'est l'harmonie entre les deux générations. C'est une entreprise en deuxième génération et donc il y a le père fondateur, il y a également la deuxième génération, il y a une certaine harmonie. Bien sûr, alors j'avais plusieurs discussions avec Monsieur Nate auparavant dans le cadre des recherches scientifiques et toujours on a discuté cette question d'harmonie, cette question de confrontation entre les deux générations. L'avantage aujourd'hui pour Traveling, c'est harmonie. Entre les logiques de diversification. Alors, il y a pas mal d'entreprises familiales où il y a une vraie confrontation entre les deux logiques. Une première logique de la première génération, une logique de recentrage, une logique du métier de base, une deuxième logique de la nouvelle génération, une logique d'innovation, d'ouverture, de diversification. Mais par contre, dans le cas de Traveling, il y a une harmonie entre les deux logiques. Alors, que ce soit le père fondateur, que ce soit la deuxième génération, tendent vers cette diversification. C'est vrai qu'aujourd'hui, il faut développer plus cette diversification vers d'autres secteurs générateurs de fonds et générateurs de rentabilité, surtout dans les moments de crise.
mais aujourd'hui, c'est un avantage pour l'entreprise. Donc voilà, c'est je crois, deux facteurs également qui vont répondre à cette question, un facteur stratégique en termes de diversification et surtout un facteur d'harmonie familiale dans le cadre de la gestion entre l'interface familiale et l'interface entreprise. Merci Oui, beaucoup, justement, Othman, désolé Farida, exactement. je Vas-y, voulais réagis. juste intervenir Absolument. et reprendre le point de professeur Badr, donc que je partage parfaitement, c'est le cash et surtout le fonds de roulement. Donc, c'est très, très important dans une crise et surtout cette crise nous a appris que je pense la seule garantie d'une pérennité d'une entreprise pendant une crise telle que celle-là, où il y a des hauts et des bas, donc c'est le cash flow. Dans un manque total d'accompagnement du gouvernement et des banques, donc je pense que l'entreprise doit compter sur sa trésorerie. Et surtout, pendant la présentation au début, le professeur Badr a parlé de comment l'entreprise familiale comment comment, je ne me rappelle pas des mots et des termes exactement utilisés par professeur Ba, mais comment l'entreprise familiale essaie d'épargner pendant la croissance, justement pour subvenir aux besoins en cas de crise. Donc, on a vu pendant cette crise le rôle absent des banques donc, pour accompagner les entreprises. Et voilà, et c'est grâce, et malheureusement, plusieurs entreprises, pendant le professeur Asdi l'a cité, donc le nombre d'entreprises qui ont fini par disparaître pendant cette crise. Donc, c'est tellement malheureux parce que quand on parle d'une entreprise familiale, ce n'est pas juste une entreprise, une entité comme X. Donc, c'est un héritage, c'est une vie, c'est une passion qu'on partage. C'est vrai que c'est bien, c'est très important, je pense, d'avoir cet esprit d'appartenance, d'avoir cet héritage, d'avoir cette identité, donc qu'on transmet de la personne et de la famille à l'entreprise et ça devient une seule entité. Mais ça peut être une menace aussi. Comme a dit le professeur SD, c'est des fois le besoin de diversification est très important. Mais il y a cet attachement émotionnel tellement fort à l'entreprise que c'est difficile de ressortir, de lever la tête et dire non, il est temps de voir à gauche, à droite, voir d'autres secteurs. Donc, c'est un dilemme, c'est une problématique à résoudre et j'espère que c'est un sujet, professeur Esdignac, pour une prochaine recherche. Absolument. Et je crois que si on va trouver la réponse, voilà quoi, on aura résolu un grand problème. Mais je crois que ce qui est très intéressant, je vois que dans toute cette discussion, qui en fait est une discussion très complexe, parce qu'on parle de crise, on parle de beaucoup d'aspects, de facteurs qui interviennent, qu'on vient en fait, si je peux regarder un peu une analyse des commentaires qui ont été faits, c'est une combinaison entre les outils de gestion, qui sont les outils de gestion classiques, et l'aspect justement psychologique, émotionnel, qui viennent ensemble dans des moments de crise et qui nous rendent à cette question, quel facteur devrait pousser quel outil dans quelle direction. D'ailleurs, je ne sais pas si tu as vu, Othman, mais tes commentaires ont déjà provoqué pas mal de questions. Donc, je vais juste Oui, satisfaire quelques-unes de ces on peut questions. répondre, bien sûr. Exactement, parce que je trouve que c'est vraiment, je vous encourage de participer à ces conversations. Je connais pas mal d'entre vous qui sont là parmi nous aujourd'hui, donc merci de votre participation. La première question qui t'a été posée, Othman, c'est est-ce que ton rôle dans l'entreprise a changé pendant la crise? Toi personnellement, est-ce que tu as remarqué quelque chose? Oui, enfin, j'ai tiré beaucoup de leçons. Donc, comme j'ai dit tout à l'heure, cette crise nous a beaucoup appris. Donc, et moi autant, parce que déjà mon rôle a changé, donc mon titre a changé. J'ai j'ai pris en charge l'entreprise pendant la crise, donc il y a un peu plus d'un an maintenant.
Donc, et surtout que j'ai tiré des leçons très importantes. Donc, la première, c'est que l'équipe et, et l'esprit d'équipe et l'esprit d'appartenance est très important dans une entreprise. Donc, que ça soit que ça soit avec les collaborateurs, que ça soit. Donc, c'est très important d'avoir cet esprit d'appartenance parce que ça aide à ressouder. Parce en temps de crise, les gens généralement, et comme a dit le professeur tout à l'heure, donc chacun tire de son côté, que ce soit les associés, les salariés, les clients, les fournisseurs, la banque, l'État. Donc chacun essaie de tirer le maximum de son côté, alors que non. Donc, on a pu avoir cet esprit d'équipe et de famille pendant plusieurs années. Et là, je me suis rendu compte que c'est très, très important de garder cet esprit et d'essayer de souder l'équipe encore plus. C'est très intéressant et en fait, on peut suivre cette question avec la prochaine question. Est-ce qu'il y a eu un changement? Donc, comment vous avez pris des décisions? Par exemple, en tant que famille, vous vous êtes réunis plus souvent. Est-ce qu'il y a eu une autre qualité de conversation pendant cette crise? Oui, oui, définitivement. Donc, déjà, ça a toujours été, on a toujours eu des réunions, donc pas formelles, mais des réunions autour d'un déjeuner, devant un match de foot. Donc, on parle business tout le temps. Donc, comme je dis toujours, traveling, c'est ma petite sœur. Donc, c'est ma deuxième petite sœur. Donc, j'ai Ouais. grandi avec, autant qu'aîné. Donc, j'ai toujours, depuis que j'étais jeune, donc je devais toujours aller au bureau, voir comment ça se passe. C'est une société de service, donc je me déplaçais souvent aux hôtels, à l'aéroport. Donc ça devient une, parmi l'ADN enfin de la famille. Donc oui, on a eu plusieurs réunions. Les prises de décision ne se font pas facilement, mais heureusement, comme a dit le professeur Esdine tout à l'heure, euh, on a un fondateur, donc mon père est très ouvert à la nouvelle technologie et très ouvert au changement. Donc, des fois, il nous dépasse. Donc, il dépasse, il me dépasse. Je me dis, tiens, Mais il y c'est a mieux cette. comme ça, hein, je te dis. Ouais, oui, Observateur, c'est mieux comme ça. donc, il me dit, tiens, il y a ces technologies, que ce soit en termes de marketing, qu'en termes de procédures et process internes. Donc, il nous dépasse des fois, il me met la pression d'avancer dans ce côté-là, technologie et changement. Donc, Parfait. C'est vraiment très intéressant et je voulais juste reprendre quelques commentaires qui ont été faits par Monsieur Othmani dans les questions aussi, qui peut-être regardent un peu le côté un peu, disons, difficile. Donc, disons, s'il n'y a pas cette relation positive, et je vous invite aussi, messieurs les professeurs, de commenter sur ces points relevés par Monsieur Othmani, qui dit que justement, bah, la difficulté de temps en temps, c'est qu'il y a aussi l'autre côté de l'entreprise familiale, qui est le côté disons, qu'on est habitué à un certain style de vie, qu'on a les privilèges d'une prochaine génération qui a justement eu l'avantage de grandir avec beaucoup de aise, soi-disant, une vie assez bien aisée. Et comment est-ce que ça a factorisé dans la question du survie pendant la crise. Monsieur Osmani, il dit par exemple, il dit de temps en temps, il y a la question qui se pose, est-ce que c'est la famille ou l'entreprise? Donc il y a une décision à prendre. Et aussi une question à prendre sur la gouvernance. Est-ce que la méritocratie, qui au fait se montre dans des moments de crise, est-ce qu'on a vraiment le talent dans la famille pour résoudre des problèmes ensemble, se montre? Donc j'aimerais voir si vous avez des commentaires sur ces points-là. Et pour toi, Othman, plus tard, j'aimerais bien savoir si tu peux nous donner une impression de quels étaient les points dans votre histoire qui vous ont rendu plus résilient que justement les autres entreprises peut-être dans votre contexte. Mais d'abord, messieurs les professeurs, monsieur Basel. Merci. La question est intéressante. Merci, qui porte sur la gouvernance d'entreprise. Je pense que la personne qui a posé la question connaît très bien la réalité de l'entreprise familiale. C'est un des points
que je qualifie de désavantage, de point faible de l'entreprise familiale, c'est cette frontière qui n'est pas tracée entre l'entreprise et la famille. Moi, ce que je dis souvent dans mes conférences ou bien à mes doctorants qui travaillent sur les sujets, c'est que l'entreprise familiale a plus de chances de réussir lorsque les membres de la famille se mettent au service de l'entreprise. Mais lorsque l'inverse, c'est l'entreprise qui se met au service des membres de la famille, là, il y aura des problèmes, il y aura des problèmes de pérennité de l'entreprise. Là, maintenant, la solution, c'est les dispositifs de gouvernance de l'entreprise. Il faut instaurer absolument des dispositifs de gouvernance qui clarifient les frontières entre la famille et l'entreprise. Il faut instaurer une politique de dividendes. Hein. Ce n'est pas à chaque membre de la famille de retirer la liquidité quand il le souhaite, mais il y a une politique de dividendes qui doit s'aligner sur les objectifs stratégiques et les besoins de l'entreprise en matière de liquidité. Il faut également, dans les conseils d'administration des entreprises familiales, il faut savoir donner la place à des administrateurs externes, non membres de la famille, qui peuvent apporter un point de vue tout à fait indépendant par rapport à l'entreprise en fonction de ses besoins et en fonction de ses défis. Hein? Et l'entreprise familiale, également un autre défi, c'est qu'elle doit s'ouvrir vers des compétences qui ne sont pas forcément de membres de la famille. Nous avons travaillé le cas, moi et Azzetine, d'autres études de cas, mais le cas qui sont des cas de défaillance d'entreprise familiale. Et un des facteurs qui revient en premier lieu, c'est d'alourdir l'entreprise par des charges, notamment offrir des postes à des membres de la famille, même si l'entreprise n'a pas besoin de ces postes, mais parce qu'il fait partie de la famille. Et par la suite, et des fois, on prive l'entreprise des compétences ailleurs qui n'existent pas dans le cercle familial. C'est un réel problème. Maintenant, les chances de s'en sortir, c'est de mettre en place des dispositifs de gouvernance, de professionnaliser justement l'entreprise et de s'ouvrir à des compétences externes. Absolument, merci beaucoup, professeur Azzetine. Voilà, bien évidemment, je voulais apporter cette question de professionnalisation parce que voilà, je partage le même avis que professeur Rappa. Quand on ne met pas des frontières entre la famille, entre les entreprises, donc on a deux sphères, voilà, en conflit. Donc la famille, elle a des objectifs également dans l'entreprise, on a d'autres objectifs de rentabilité. Donc pour voilà, faire un arbitrage entre les deux, aujourd'hui, moi, voilà, ce que je dis aujourd'hui, c'est qu'on est face à un objectif, encore une fois, une nécessité de professionnalisation de l'entreprise familiale aujourd'hui. Et ce n'est plus le moment, voilà, de donner des postes sur la base, voilà, on peut dire une mérite familiale, mais sur la base du mérite, voilà, par compétence, une approche par compétence, une approche par mérite, une approche par professionnalisation des recrutements. Là, quand je parle de la professionnalisation, je ne parle pas seulement au niveau du management, au niveau, voilà, le niveau opérationnel, mais également, je parle même au niveau des directions, au niveau des différents départements de l'entreprise familiale. Une logique de professionnalisation qui s'impose pour faire face à cette, je pourrais dire, à cette pénurie de compétences dans les entreprises familiales qu'on remarque aujourd'hui. Également, une deuxième idée, ce que je remarque aujourd'hui, c'est que dans les moments de crise, voilà, c'est une remarque générale, mais également dans les moments de crise, les entreprises familiales se renferment. Donc, il n'y a pas de communication externe avec les parties prenantes. Quand je dis parties prenantes, je ne parle pas des parties prenantes historiques de l'entreprise, les fournisseurs et les clients historiques, mais les parties prenantes également, les banques, l'État. Donc, toutes les parties prenantes qui interviennent dans la vie de l'entreprise. Cette communication externe également, elle est importante. Elle est importante parce que ça inspire confiance dans l'entreprise familiale, ça inspire confiance, voilà, dans les décisions prises par cette entreprise. Donc voilà, deux paliers, donc professionnalisation, communication externe pour se rapprocher un peu, voilà, des logiques des entreprises actionnariales, mais c'est des logiques dont on a besoin, s'ils sont couplés avec, voilà, les capacités distinctives des entreprises familiales en termes de cet attachement émotionnel à l'entreprise, cette volonté à développer, à faire développer l'entreprise. Donc, s'ils sont couplés avec ça, donc
je crois que ça permet l'entreprise également d'autres facteurs de résilience et pour faire face aux crises. Je Je crois prends que... une minute, pas plus. D'accord. Parce qu'on souhaite structurer l'entreprise familiale, mais il faut aider l'entreprise familiale à se structurer. Et c'est là le rôle des pouvoirs publics, absolument le rôle du pouvoir public, dans deux choses. Premièrement, sur l'informel. Si on veut structurer l'entreprise familiale, c'est qu'il va rentrer dans les procédures de déclaration, c'est qu'il doit payer les impôts. Si on a en même temps d'autres entreprises dans l'informel qui travaillent dans l'informel, la concurrence ne va pas être pure et parfaite et du coup, ça n'incitera pas ces entreprises à se structurer. Le deuxième point, c'est le rôle de la fiscalité, hein, les impôts. Vous imaginez qu'aujourd'hui, on souhaite que l'entreprise, on ne prélève pas la liquidité de l'entreprise, mais avoir une politique de dividende à l'entreprise. Donc, imaginez que les actionnaires familiaux sont imposés sur les dividendes au même taux qu'un investisseur sur les marchés financiers qui va diversifier son portefeuille et qui va recevoir des dividendes et qui paye, par exemple, au Maroc, on a 15%. Les 15% sont applicables aux patrons d'entreprise ou bien aux actionnaires familiaux qui ont mis tous leurs actifs dans une seule entreprise, qui ont payé tous leurs impôts. On leur demande de faire des politiques de dividendes et le jour où ils doivent distribuer les dividendes, ils doivent repayer des impôts au même titre que les actionnaires sur les marchés financiers. Donc oui, le discours est beau, il faut structurer, il faut professionnaliser, mais il faut aider ces entreprises à atteindre cet objectif. Merci, Merci pour Khalida. ton appel. Non, mais c'est toujours le même problème avec nos amis marocains. On a tellement de sujets à discuter qu'une heure ne suffit jamais. Mais j'aimerais bien quand même finir euh, en donnant la parole à notre invité, Monsieur Othman, parce que je crois que vraiment ton histoire, Othman, comme tu as vu, les petites idées que tu nous as données de toute l'expérience que vous avez vécue a provoqué beaucoup de réactions dans le public, chez nous aussi. Et je voulais peut-être commencer à clore la discussion. D'abord, bien sûr, en te demandant si tu as des commentaires sur ce qui a été dit. J'ai juste un petit point, Farida. Je voudrais résumer Vas-y d'abord. ce qu'a dit professeur Heba et professeur Asdine. On a un dicton, moi je suis berbère d'origine, on a un dicton qui dit Tahanout iskar ntigmi. Je traduis. C'est l'entreprise, c'est Tahanout, c'est le magasin qui construit ou bien qui fortifie la maison. Donc, la frontière entre l'entreprise et la famille, c'est quelque chose de très important, c'est quelque chose de culturel. Donc, et ça, c'est très, très important. Si on trouve ça dans un héritage berbère, je suis sûr qu'il est aussi important aujourd'hui qu'avant et surtout de nos jours et en temps de crise. Donc, de faire ou bien de faire cette différence entre l'entreprise et la famille et que ça soit l'entreprise une entité différente et de faire passer l'entreprise avant la famille. Enfin, parce que c'est un membre de la famille et c'est cette entreprise qui va garder une famille forte, une famille avec peu de conflits et tout ça. J'aime bien ça. Je crois qu'on Donc, va adopter ça dans Sarawat aussi. Je trouve que c'est beau comme commentaire que tu as fait de justement donner ce contexte de la... Parce qu'en fait, c'est le relationnel entre l'entreprise et la famille. C'est la qualité de exactement. cette Ouais. relation qui va définir si on va pouvoir passer une crise ou pas. Et pour peut-être clore la discussion, Othman, je voulais te demander si tu as des recommandations, regardons ces 2 années, mais aussi tes années avant ça, parce que tu étais en fait un jeune leader déjà avant la crise. Euh, Qu'est-ce qu'on peut apprendre de ton histoire? Qu'est-ce qu'on peut apprendre de ton expérience aujourd'hui? Bon, je suis sûr et certain que j'ai beaucoup à apprendre moi-même. Donc, peut-être que je vais partager avec ma petite expérience quelques idées, mais moi aussi, j'ai beaucoup à apprendre dans cette vie et surtout avec des surprises comme la crise Covid. Donc, je voudrais rebondir sur une chose, sur la reprise au Maroc. Donc, et la reprise surtout dans un secteur que je connais, qui est le secteur touristique. Donc, je pense que le tourisme n'a pas besoin d'une forte, enfin, d'un investissement, de beaucoup d'efforts pour reprendre au Maroc.
le Maroc, les gens ont toujours besoin de voyager déjà de un. Donc, et le Maroc est dans les top destinations dans le monde. Donc, ça ne sera pas vraiment difficile. J'invite les autorités à faciliter le voyage au Maroc et à donner au secteur privé, pas les moyens, mais juste la liberté, comme ça a toujours été avant, de promouvoir la destination et d'inviter les gens à venir et à visiter notre beau pays. Donc, on sait tous que c'est presque 10% du PIB du Maroc, mais ce n'est pas que ça, c'est toute la région, à Marrakech, dans les montagnes de l'Atlas, dans le désert, à Tanger, à Fès. Donc, c'est tout le Maroc qui vit de ça. Pas que d'un côté financier, mais d'un côté de passion, de vie. La Jam El Fna, ou je sais pas, un loueur de mulets dans l'Atlas, c'est sa vie et le partage avec les étrangers, d'essayer de parler plusieurs langues, de partager son expérience avec des gens de toutes parts du monde. Donc ça, c'est très important. Donc, mais pour revenir à ta question, je pense que les deux points importants que cette crise m'a appris, c'est encore une fois l'appartenance et la solidité de la société en termes d'humain. Parce que la société, c'est une équipe, surtout dans un secteur de service, donc comme le tourisme. On ne vend pas, on n'a pas un stock, on ne fabrique pas, on n'a pas des machines, on a des humains. Donc, partager des moments de crise comme ça avec d'autres humains, être là pour l'autre, c'est très, très important. Et je pense que dans l'entrepreneuriat, dans le business ou dans la vie, c'est triste, comme tu as dit tout à l'heure, toutes les générations ont compris que le relationnel est beaucoup important dans la vie. Donc, ça, c'est très important, je trouve. Bah, merci beaucoup de cette belle remarque. Malheureusement, on doit clore notre session, mais déjà, juste cette conférence nous motive tous à venir au Maroc. Et je te promets que vraiment la communauté Tharawat sera une des premières clientes qui vont revenir au Maroc pour visiter votre beau pays. Et j'aimerais beaucoup remercier le professeur Badr et Azedine pour une merveilleuse collaboration comme toujours. Et bien sûr aussi Othman pour vraiment disons un témoignage très honnête, très profond et qui nous a beaucoup apporté. Et on se réjouit de se revoir. On a plein de commentaires encore. Je suis désolée pour notre audience qu'on n'a pas pu répondre à toutes les questions, mais on prend tous vos commentaires et on vous promet qu'il y aura plusieurs conférences où on va traiter de tous ces sujets. Donc, messieurs, de notre côté, merci beaucoup et j'espère à très très bientôt. Merci beaucoup. Merci et au revoir. Bonne journée. Au revoir. Merci à vous. Merci. Au revoir.